Nous revenons en plénière. Les travaux des ateliers sont achevés. Nous revenons en plénière. Nous revenons en plénière pour la restitution et je m'en vais au pas de course inviter les différents rapporteurs à venir ici pour la restitution. Les rapporteurs des différents ateliers, vous venez s'il vous plaît, vous installez ici pour la restitution. Le premier arrivé, le premier servi. Vas-y. Merci. Le nom de l'atelier. On invite les rapporteurs à venir sur le podium. Les rapporteurs du groupe, s'il vous plaît. Nous avons besoin ici exclusivement. Non, ce que le groupe a choisi, c'est la même chose. On espère, comme panéliste, le porte-parole de chaque groupe. Le porte-parole de chaque groupe. Que ce soit le chef de file ou quelqu'un de spécifique, on a besoin du porte-parole de chaque groupe. Une personne par groupe. Pour éviter qu'on ait des encombrements, on va suggérer que les groupes diversifiés puissent avoir les positions assises. Les groupes qui ont abordé le même sujet, si ils n'ont pas la chance d'être tout assis, ce n'est pas grave. Quand on va aborder la problématique, sur la thématique, par exemple, quand on parle d'agriculture, on va aborder tous les groupes, tous les sous-groupes qui ont abordé la question de l'agriculture pour combiner les complémentarités et gagner du temps. C'est bon? Les rapporteurs. Les porte-paroles des groupes, s'il vous plaît. Les porte-paroles des groupes. On est supposé avoir 8 personnes, 8 panélistes. Est-ce d'avoir les porte-paroles des groupes, s'il vous plaît? Nous commençons déjà à accuser un retard par rapport à la restitution. Les différents rapporteurs, vous grouillez-vous, venez. On a déjà 5, il reste 3. Les trois autres, venez. Vous dites que les rapporteurs vont là. Oui, Les rapporteurs. les rapporteurs prennent place ici. Il reste encore 2 rapporteurs. Il reste un rapporteur. Le dernier groupe. Le dernier groupe. Bien. La session de restitution va commencer. La session de restitution va commencer. Et nous annonçons que nous avons en présentiel cette équipe. En ligne, il y a également un atelier qui a travaillé sur un des thèmes. Et les personnes en ligne interviendront exactement à la suite de ceux en présentiel. Qu'ils restent simplement en alerte, je les inviterai à prendre la parole aussitôt que nous aurons pris les 8 interventions en présentiel. Chaque atelier, chaque présentation durera 3 minutes exactement. Nous serons assez rigoureux par rapport au timing. On peut faire moins, mais on ne fera jamais plus.
Nous allons donner la parole comme ceci, à tour de rôle, à chacun des ateliers, à chacun des représentants des ateliers à nous donner la quintessence des travaux, en commençant immédiatement par la jeune dame ici. Vous appuyez, vous allumez votre micro, vous indiquez votre nom, le nom de l'atelier et vous nous donnez ce que vous avez eu. 3 minutes maximum. Merci pour la parole accordée. C'est Cynthia Mandela, je représente l'atelier e-tax, ça veut dire Internet via les taxes. Alors, dans notre atelier, on a pu d'abord savoir ce que c'est Internet via Internet via les taxes. Ici, on a pu avoir les avantages de l'e-tax. Premièrement, nous avons vu que les avantages de l'e-tax, c'est pour éviter les déplacements inutiles. Par exemple, si on paie les taxes avec les téléphones mobiles, on ne peut pas payer des déplacements pour aller à l'obéir ou bien ailleurs. Donc, on paie les taxes. Donc, si tu es à la maison, tu payes les taxes via l'Internet. On a vu aussi qu'on évite les corruptions aussi. Et aussi, on peut faire des achats en ligne. Si on veut des achats, on ne peut pas perdre des frais de déplacement, comme je l'ai déjà dit. Et aussi, on a vu les actions à mener pour avoir l'Internet via les taxes. Premièrement, on a vu qu'on doit faire une acquisition des infrastructures nécessaires, donc y compris les serveurs, les data centers, les outils à utiliser comme les smartphones, comme j'ai déjà dit. Deuxièmement, c'est développer les applications comme Internet Protocol et renforcer les capacités pour les informaticiens pour que les utilisateurs finaux. Et en fait, on a vu une bonne connexion Internet parce que si on n'a pas une bonne connexion Internet, on ne peut rien faire. C'est ça, merci. Merci pour l'esprit de concision. 2 minutes, 3 secondes exactement. Le suivant. Oui, merci. Mon nom c'est Mohamed Salomou Placide. Bon, je suis là, je représente l'atelier de e-commerce, quelque chose qui est d'actualité pour aujourd'hui. Alors, je me suis dit que d'ailleurs, je suis très heureux d'aborder sur ce sujet. Et voilà, je vais passer directement sur ce que nous avons pu argumenter dans notre atelier. Et alors, le sujet du jour, donc, ce que nous avons pu aborder, nous avons commencé par le travail d'écosystème, le e-commerce. Et dans ceci, nous avons pu relever quelques points, dont entre autres, on peut citer les litiges qui se passent quand vous avez une opération en e-commerce. Et nous avons parlé de comment vous pouvez régler ces problèmes. Nous avons eu quelques questions et en passant, je cite quelques-unes. Alors, commencer par la gestion des litiges. Ici, au pays, au Burundi, il y a un système qui est élaboré, qui est mis en place pour régler cela. Dans cela, nous avons dit que si vous avez un problème de la litige, votre jugement doit être porté arbitraire. Donc, on va passer par l'arbitrage de votre problème pour trouver une solution tangible et vite. Alors, dans cela encore, nous avons parlé de l'arnaque, donc le manque de confiance qui se passe entre les acheteurs et autres. Dans ce point, il y a encore quelque chose que nous avons mis en place, qui est mis déjà en place ici au Burundi. Donc, pour éviter la question des arnaques, parce que plusieurs personnes ont constaté cela, ici au Burundi, nous avons nous avons recommandé aux gens à chaque marketplace d'avoir un système donc un intermédiaire entre l'acheteur, les vendeurs, qui va permettre à ce que si par exemple un acheteur achète un produit et il paye, l'argent ne peut pas directement passer chez les vendeurs, ça va passer sur un intermédiaire qui va garder cela en attendant à ce que l'achat qui a été effectué, qui soit livré et maintenant la personne va bénéficier de son argent. Ainsi de suite, pour ne pas beaucoup prendre 2 minutes,
je peux passer directement sur des recommandations parce qu'il y avait beaucoup de questions. Alors, ces des recommandations, nous avons obligé à chaque écosystème de faire quoi? À chaque pays, de mettre en place un système de régulation dans chaque pays, dans les ACT. Entre autres, créer des groupes de travail, des plateformes e-commerce qui sont enregistrées et agréées par les régulateurs. Entre autres, ici chez nous, nous avons l'ACT qui gère cela. Nous avons aussi donc proposé, donc ce qui fonctionne, avoir des fournisseurs de systèmes de paiement, entre autres la Banque centrale. Il y a encore les acheteurs, donc les acteurs de la chaîne de production, avec le centre de collecte qui est l'ACT, et aussi avoir des autorités ou bien des structures qui vont commencer à réguler cela. Entre autres, nous avons cité les structures télécom, nous avons des banques, nous avons des régulateurs commerciaux et nous avons des fiscaux, donc des administrateurs fiscaux et autres. Dans le quatrième point, il y a encore le centre d'arbitrage qui est entre autres les chambres de commerce et de la législation professionnelle. Dans la deuxième recommandation que nous avons dit qu'il faut qu'il y ait un guide pratique. Ce guide pratique va permettre d'élaborer un standard sur lequel chaque entité, chaque pays doit commencer à marcher sur ça. Et le troisième point comme recommandation, troisième recommandation, il faut qu'il y ait des stratégies. Et merci. 2 secondes. C'est bon. On continue. Vous vous présentez, vous allez succinctement en 3 minutes sur l'essentiel de ce que vous avez fait en groupe. Bon après-midi à tous. Je vais exposer sur l'e-artisanat. L'e-artisanat, par définition, c'est la numérisation, la visibilité de l'artisanat en ligne. Dans l'artisanat, on sous-entend l'art qui est composé par 7 sortes d'art. La musique, la danse, la poésie, la peinture, la bijouterie, la vannerie et le tambour. En rapport avec à quoi se sert l'artisanat, l'e-artisanat, pour ceux qui font de l'e-artisanat, ils gagnent de l'argent et ça leur permet d'être rémunérés et ça permet aussi la visibilité virtuelle. C'est aussi une façon de leur montrer, partager et exprimer son art et ses idées. Ça permet aussi la présentation de ta culture ou de son culture. Quand tu sens que tu peux faire la poésie ou le slam et que tu le présentes ou l'exprimes, c'est ça l'artisanat. Exemple d'un slameur ou une slameuse et que tu es fâché, ça t'apporte le bien-être, du moins ça change d'humeur. Ça te change d'humeur. Un artisanat, c'est un synonyme d'un designer. Aussi, ça crée l'emploi, ça donne de nouveaux emplois. Dans l'artisanat, il faut la mutualisation des compétences, donc la collaboration. En rapport avec les obstacles que l'artisanat présente, le manque de compétences, de formation, la peur de se lancer, la peur de l'inconnu, les matériels utilisés sont très chers comme l'ordinateur, le mauvais entourage, là où tout le monde te décourage, le manque d'opportunités et de soutien, la découvrabilité des contenus, comme le fait de ne pas être remarqué, comme dans les pays du Nord, l'abandon au premier échec, manque de communication, manque de curiosité, de créativité, de connectivité, monétiser les produits, donc le manque d'accès à l'argent. Comme solution, il faut la motivation, la création de concours, de challenges, d'événements, demande de conseils avant le lancement, faire attention pour ne pas se faire dissuader, donc pour qu'on ne vous prenne pas vos contenus, créer des espaces artisanaux, donc les plateformes e-artisanat, exemple plateforme musicale Spotify, sensibiliser la protection des contenus, savoir communiquer lors de la vente de vos produits et savoir communiquer dans les milieux ruraux aussi.
faciliter l'accès au financement et formation du contenu aux artisans plutôt. C'est ce qu'on a pu mettre ensemble. Merci de votre attention. Merci bien. La suite. Vous vous présentez et en 3 minutes, vous verrez la substance de ce que vous avez fait en groupe. Bonjour à tous. Je m'appelle Eddie et je représente le groupe qui a travaillé sur les e-agriculture. On n'a pas besoin de répéter tous les défis liés à l'agriculture pour comprendre que le secteur agricole en Afrique fait face à plusieurs problèmes. Et donc, vous tous, vous les connaissez. Nous avons pensé à 4 questions. La première question était de savoir quelle est la vision que nous donnons de l'agriculture dans la sous-région en 2030. La deuxième question, c'était quelles sont les actions concrètes, pratiques et réalisables que nous pouvons mettre en place pour réaliser cette vision de l'agriculture 2030 en Afrique. Et la troisième question que nous nous sommes posée, qui sont les parties prenantes qui vont réaliser ces actions? Et la dernière question, c'était par rapport aux indicateurs de performance, ou disons des indicateurs qui montrent que nous sommes en train d'avancer vers notre vision. Alors, la vision que nous avons formulée de l'agriculture dans la sous-région dans l'année 2030 est celle-ci. Nous voulons voir la numérisation et la digitalisation intégrale de toute la chaîne de valeur agricole, commençant par la planification jusqu'à la commercialisation des produits agricoles. Chaque aspect doit être numérisé et digitalisé, bien sûr. Et la deuxième chose, ou disons le deuxième angle de notre vision, c'est de voir l'interconnexion de tous les pays de la sous-région, leur permettant de faire le libre-échange des produits agricoles. Par exemple, si le Burundi est spécialisé dans la production des avocats, nous voulons qu'en 2030, que ça soit possible aux agriculteurs burundais de vendre leurs produits en République centrafricaine ou au Congo sans beaucoup de difficultés grâce aux technologies émergentes. Et à part cela, toujours dans le cadre de notre vision, nous nous sommes vus en train de réaliser les 3 objectifs de développement durable qui cadrent avec l'agriculture. Et l'objectif de développement durable 6, 12 et 15. Quelles sont maintenant les actions concrètes que nous pouvons mettre en place pour réaliser cette vision? Déjà, nous devons maîtriser les technologies émergentes. Et quand je parle des technologies émergentes, je vois l'intelligence artificielle, je vois également l'Internet des objets et enfin, je vois les blockchains. À part cela, nous devons nous rassurer de former tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Et à part ça, il y a l'autre action qui est de faire la couverture réseau. Faciliter ou disons permettre la connectivité, surtout dans le secteur rural. À part cela, il y a aussi l'amélioration des infrastructures. On ne peut pas parler de numérisation sans voir les infrastructures. Alors, quelles sont les parties prenantes maintenant? Qui sont responsables pour que ces choses puissent se réaliser? Il y a d'abord les gouvernements. Les politiques doivent favoriser la matérialisation de cette vision. Il y a aussi la société, les sociétés privées, il y a la société civile, il y a les partenaires techniques et financiers, il y a les secteurs académiques et la population. Tous ces acteurs doivent travailler en synergie afin de réaliser cette vision. Et le dernier point,
ce sont les indicateurs de performance. Pour la fin zéro, comme je l'ai rappelé dans notre révision, nous voulons voir réaliser les 3 objectifs de développement durable. Fin zéro, notre indicateur, c'est la prévalence de la sous-alimentation. Pour la préservation des ressources, notre indicateur de performance, c'est les taux de réchauffement climatique, c'est les taux également de l'inclusion numérique et le PIB par habitant. C'est sur ça que nous avons travaillé. Je dis et je vous remercie. Merci. Vous vous présentez en 3 minutes pour donner la substance de ce que vous avez fait en groupe. Bonjour à tous, je suis Sandra Milata. Alors, mon groupe a travaillé sur le e-diplomatie. Nous avons défini le e-diplomatie comme la gestion politique de toute question au-delà des frontières. Il a été question de la préoccupation autour du visa, urgence, et comme recommandation, nous demandons une exemption des visas, l'interconnectivité des digitaux et des data centers, le suivi et l'accompagnement de la mobilité des citoyens, c'est-à-dire un sentiment de sécurité, l'utilisation numérique comme un outil de sécurité, la gestion pacifique des conflits, la mise en pratique des instruments ratifiés par les États, c'est-à-dire la libre circulation des biens et des personnes, l'implémentarité de la digitalisation effective en matière de légalisation des documents. Bon, je crois que c'est tout ce que je pouvais dire. Merci. Bon après-midi à tous. Je m'appelle Glody Singa et dans notre groupe nous avons travaillé sur le e-éducation. Alors, nul n'est besoin d'entrer en profondeur sur la réalité qui est toute stricte sur l'éducation en Afrique. Nous pouvons clairement nous rendre compte qu'il y a un pourcentage élevé en apprentissage théorique que pratique. C'est pour ça que la solution que nous apportons est un système qui sera axé sur 2 pôles, un pôle de transformation et un pôle d'adaptabilité. Par transformation, nous entendons d'abord en premier lieu le point de vue infrastructurel, c'est que nous remarquons que comparativement à l'Occident, les infrastructures que nous disposons en Afrique ne nous permettent pas, nous, Africains, effectivement, de nous développer à notre plus haut potentiel. Comparativement à ce que nous voyons en Occident, dès le bas âge, ils disposent déjà des infrastructures nécessaires, des outils nécessaires pour déjà s'accaparer de la dimension numérique de l'éducation. Ensuite, après cela, nous avons aussi la dimension de l'orientation métier de l'éducation, qui s'axe toujours dans la transformation. C'est que nous proposons en fait un système qui ne veut pas que l'éducation en soi ne se limite qu'à une simple culture générale, notamment dans le numérique, mais que ce soit directement axé métier, afin que lorsque l'apprenant acquiert les connaissances, qu'il sache où est-ce qu'il va évoluer dans sa dimension du métier. Et aussi, un élément très important, c'est aussi d'incorporer dans l'enseignement, notamment dès le bas âge, des notions de cybersécurité.
Oui, c'est vrai que ça peut paraître assez avancé, mais cette dimension est très nécessaire. Et c'est pour ça que nous proposons une dimension plutôt ludique, quelque chose qui ressemble à un jeu, pour que les enfants comprennent déjà les réalités du cyberespace, de la cybercriminalité et comment s'en protéger. Et il acquiert déjà les notions nécessaires qui lui permettra de comprendre de plus en plus de quoi il s'agit. Et enfin, nous avons aussi la dimension d'adaptabilité. La dimension d'adaptabilité met en avant aussi la dimension des langues, que cette formation soit donnée en plusieurs langues, notamment dans la langue nationale, en anglais aussi, pourquoi pas, c'est une langue qui est parlée d'une manière internationale, afin que l'Africain lambda soit justement compétitif dans la mondialisation. Et après l'adaptabilité, nous avons aussi, oui, l'aspect de un meilleur déploiement en fait de la connectivité, donc une meilleure connexion Internet qui permettra même à cette personne qui se trouve dans un coin reculé, je dirais dans une dimension rurale, qui puisse aussi avoir accès au système éducatif qui sera implanté dans cet écosystème. Alors, donc, pour conclure, donc en 2030, donc, nous devons faire de l'e-éducation un levier direct vers l'entrepreneuriat et l'auto-emploi en formant les apprenants non seulement à l'usage des outils, mais à la création de valeur numérique. Il est résilient, socialement juste et économiquement durable. Donc, pour conclure avec un slogan, avec l'e-éducation, notre avenir est à portée de clic. Je dis et je vous remercie. Merci bien. On va demander au prochain intervenant. Vous vous présentez en 3 minutes, vous donnez la substance de ce que vous avez fait en groupe. Ok, merci beaucoup. Nous sommes e-régulation transfrontalière. Alors, quand on parle de la régulation transfrontalière, on voit de tout ce qui est comme loi pour permettre une bonne collaboration régionale. Quand on parle de la régulation transfrontalière, on voit de tout ce qui est comme loi pour nous permettre une collaboration régionale sans limite. Cependant, nous avons énuméré quelques points qui bloquent surtout cette collaboration dans ce 21e siècle. Surtout, nous avons souligné dans notre région l'itinérance régionale, donc roaming régional. Vous pouvez être quelque part ou bien vous pouvez circuler dans notre région et avoir une seule carte SIM capable de nous permettre de collaborer sans limite. Vous pouvez être quelque part au Congo, soit au Congo-Brazza ou bien en Tanzanie, et collaborer sans que vous puissiez vous poser plusieurs questions. Dès nous avons souligné les infrastructures transfrontalières. Et là, nous avons pensé directement à ce qu'on appelle fibre optique. Avec fibre optique, c'est pour la protection des données, c'est pour rendre les choses fiables. Parce que chaque pays a sa manière de transférer des données, mais quand nous avons le système de fibre optique, facilement, ça nous facilite pour que les données soient bien conservées et bien gardées. 4. Nous avons souligné sur les cadres de synergie numérique pour faciliter le développement des femmes et des jeunes. Donc, c'est de créer quelque chose de média pour permettre à communiquer des jeunes de chaque pays ou bien les femmes héros de chaque pays, comment peuvent échanger d'expériences à travers les médias. C'est tout ce que nous avons souligné comme les éléments de la régulation transfrontalière. Merci. Merci beaucoup. On invite l'intervenant suivant. Vous vous présentez en 3 minutes. Vous donnez la substance de ce que vous avez fait en groupe. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Tino, je vais représenter le groupe. On a travaillé sur le domaine de l'e-santé. En premier lieu, il faut savoir, si on parle de e-santé, on commence par la digitalisation des services qui se passe dans le domaine médical. On commence par le diagnostic et toutes les étapes qui suivent jusqu'à même à la prescription des médicaments. Je vais présenter aussi les différentes technologies qu'on a besoin dans ce domaine pour avancer vers un monde digital, surtout en Afrique, dans notre sous-région d'Afrique centrale. En premier lieu, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle la télémédecine dans le domaine médical. Là-bas, on peut faire la téléconsultation, on peut faire des consultations à distance,
on peut faire le stockage des données, on peut faire aussi ce qu'on appelle l'utilisation des outils médicaux à distance. Par exemple, ici, on a présenté dans le groupe qu'on peut faire avec la télémédecine. Les docteurs auront un gain du temps dans leur pratique quotidienne. Si le médecin a le travail de faire des opérations seulement, s'il n'a pas recours à chercher beaucoup de données dans les bases de données parce qu'il y a des services qui sont là, digitaux, qui sont en charge de faire l'enregistrement des données, faire communiquer au médecin tous les détails des malades et des antécédents médicaux sans pouvoir recourir dans le papier. Si on tape pas seulement sur un ordinateur, ça aide beaucoup à faire un gain du temps. Mais aussi, on aura une réduction des coûts. Par exemple, si on a un hôpital qui est par exemple, à l'intérieur du pays, on a un patient qui a besoin de 10 ans, on ne va pas faire appeler tous les hôpitaux dans le pays pour savoir qui a 10 ans. On peut avoir avec le système numérique, cliquer ou faire des recherches dans un logiciel en ligne et savoir quel hôpital qui a tel centre qui a tel type de sang, si le groupe est sanguin, c'est A, B ou C, on va savoir machin, donc pour savoir le sang qu'on a besoin et savoir où trouver directement sans perdre du temps ou sans utiliser beaucoup de moyens de communication. Et le point qui suit, je veux parler aussi sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, je vais commencer par l'intelligence artificielle. En premier lieu, il faut savoir qu'on aura besoin des bases de données. Les bases de données, ce sont des données médicales des patients. On fait l'enregistrement de tous les antécédents, des symptômes, de tout ce qu'on a besoin pour savoir l'état de santé des malades. Et là-bas, avec l'intelligence artificielle, on le nourrit avec ces données et le médecin ou chaque personne qui est dans le domaine de la santé peut faire des recherches en demandant au chatbot de lui donner des informations actuelles ou antécédentes concernant le patient. Mais aussi faire des analyses prédictives avec les données passées ou les données présentes. Pour avancer et finir, ce qu'il faut savoir, dans le groupe, on avait des étudiants de la médecine, des étudiants dans l'UNESCO, des étudiants dans différentes facultés. On a fait demande de faire la formation parce que maintenant, il y a des gens qui ne savent pas utiliser des outils informatiques et ça sera une barrière pour savoir comment avancer le monde digital dans la région ou dans la sous-région. Pour finir, je veux dire, surtout dans les applications mobiles, et il ne faut pas oublier dans les applications mobiles aussi dans ce domaine médical, car on peut faire des notifications aux malades qui sont en cours de traitement, leur faire rappel de temps à prendre leurs médicaments, ou des femmes qui ont besoin de consultation, à les rappeler, à aller voir le docteur en utilisant des applications mobiles. Merci, c'est ça qu'on a fait ensemble. Merci bien. L'avant-dernière personne, oui, madame. Allez-y, vous présenter, vous donner en 3 minutes ce que vous avez fait en ligne. En temps, on demande à l'équipe qui était en ligne de s'apprêter pour intervenir juste après notre dernière. Bonjour à tous, je m'appelle Widat Aboubakarissian. Je représente le groupe ou le sous-groupe e-administration. Alors, pour commencer, nous aimerons définir ensemble ce que c'est l'e-administration. Donc, l'e-administration, c'est cette transformation numérique de l'administration publique qui permettrait aux citoyens, aux entreprises et aux agents de l'État d'accéder aux services en ligne de manière rapide, transparente et efficace. Alors, dans notre rapport, nous avons pensé à faire une stratégie globale de transformation numérique de l'administration publique qui est axée sur la dématérialisation des services, le renforcement de capacité, la mise en place d'un cadre de gouvernance robuste, mais en prenant en compte les infrastructures, les plateformes et les connectivités. Nous avons présenté cette stratégie dans un tableau qui a 5 colonnes. Bon, si, autant pour moi. Le premier, c'est l'axe
Nous avons les objectifs, les actions, qui sont les responsables, quels sont les indicateurs de performance et les années d'exécution de ce projet. Alors, pour commencer, le tout premier axe, c'est l'infrastructure et l'interopérabilité. L'objectif de cet axe-là, c'est l'inclusion numérique et les échanges de données. Alors, comme action, nous avons proposé le déploiement des infrastructures de connectivité interopérables, l'élaboration et l'harmonisation des référentiels numériques, et les responsables de cette action seront les ministères sectoriels, les régulateurs de télécom, les agences techniques et tout autre agent ou secteur. Alors, l'indicateur de performance pour cet axe sera le nombre de services interconnectés, le nombre de référentiels élaborés. Et comme c'est l'infrastructure, il faudrait commencer dès la première année, c'est-à-dire l'année 2026-2027. Le deuxième point, c'est la dématérialisation et la digitalisation des services publics. Alors, l'objectif ici, c'est d'améliorer l'accessibilité des services aux citoyens, garantir l'accès équitable. Et comme action, nous avons pensé à mettre en place des plateformes de services essentiels, créer des centres numériques ou des centres communautaires numériques, appelés autrement, et développer des agrégateurs de services. Les responsables de cette action aussi seraient les ministères sectoriels, les partenaires techniques, la société civile, et comme indicateur de performance, les pourcentage de services disponibles en ligne, le nombre de populations formées, le taux d'utilisation des services numériques, et ça sera juste après l'année de la mise en place des interconnexions, donc 2027-2020. Le troisième point, je vais faire rapidement. Le troisième point, alors, c'est la sécurisation des données et confiance numérique. Comme vous le savez, quand les données seront en ligne, il est question alors de s'assurer que ces données-là soient sécurisées. Donc, l'objectif principal, c'est le renforcement de la sécurité et la protection des données. Donc, il s'agira comme action d'harmoniser les cadres légaux sur la protection des données, créer des agents de cybersécurité et utiliser les nouvelles technologies. Donc, les responsables seront le Parlement, les agences de sécurité et les ministères. Et comme indicateur de performance, ça sera les lois qui seront votées par ce Parlement, le pourcentage des systèmes audités et l'année d'exécution sera 2028-2029. Alors, l'avant-dernier point, c'est le renforcement de capacité des personnels. Il est bon d'avoir de l'infrastructure, il est bon d'avoir des services, mais il faudrait aussi avoir un personnel qui est formé. Donc, l'objectif de cette action-là, c'est des administrations efficaces et compétentes. Il faudrait commencer par créer des cellules de renforcement de capacité, élaborer des plans de formation régionale. Et on saura que ce plan marche lorsque nous avons un grand nombre des agents qui sont formés, et ça va se passer autour de 2028-2029. Le tout dernier point, comme nous sommes dans un cadre de l'Afrique centrale, ça sera la coopération régionale. Donc, il est question de construire un espace numérique cohérent pour toute l'Afrique, créer un observatoire sur l'administration, développer des projets pilotes transfrontaliers et les responsables, ça sera la CEMAC, le ministère, les États, l'Union africaine et l'indicateur principal sera le nombre de projets mutualisés. Et l'année d'exécution, c'est 2029-2030. Merci. Merci beaucoup. Merci à la salle. Nous allons demander à la technique de nous permettre de joindre nos collègues qui sont en ligne, le rapporteur du groupe en ligne. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, je suis Fabien Armstrong. Je suis depuis Abidjan. Et donc, nous nous sommes constitués en équipe pour travailler. Et donc, voici un peu quelques thématiques dont nous avons travaillé. C'était d'abord sur l'éducation et le numérique. Donc, nous étions 50 participants et nous avons d'abord parlé de l'éducation et le numérique comme un élément clé pour booster l'éducation. Donc, nous sommes dit que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour booster l'éducation, rendre les cours plus interactifs et attractifs aussi, va permettre à l'apprentissage à distance et l'accès aux connaissances depuis la maison, faciliter la personnalisation des apprentissages en adaptant le contenu au rythme et aux besoins également de chaque élève. Donc, nous se sommes dit également, ça peut optimiser les processus académiques et les gestions de cours, de planification et suivi. Dans le même ordre d'idée par rapport à la question, on s'était dit également que l'éducation numérique peut ralentir également l'éducation si c'est mal utilisé. Donc, nous avons cité en quelques la dépendance excessive
aux outils numériques, la limite de la réflexion critique et l'autonomie de l'apprenant. Nous avons également le risque de tricherie et diminution de l'effort personnel. Donc, on se rend compte que lorsqu'on essaye d'utiliser ça de manière abusive ou encore excessive, on se confronte à ces difficultés-là. Nous avons touché également le secteur où on peut dire que l'éducation numérique peut booster également d'autres secteurs d'activité. Donc, nous avons pris quelques éléments ici, comme la santé et l'éducation numérique dont je venais de le dire tout à l'heure. Nous avons parlé également de marketing et communication, la personnalisation des messages et recommandations, la logistique et gestion également, prévision des besoins, optimisation des stocks et des ressources également. Donc, par rapport à la santé, nous avons pris un exemple également de notre confrère depuis la RDC qui a donné un exemple ici sur l'assistant médical intelligent développé par IGO, accessible via web, mobile et USD, offre chatbot 24 heures sur 7 jours. La diagnostic préliminaire par IA et téléconsultation. Donc, ça facilite également de prise de rendez-vous, coordination avec des pharmacies et suivi également de santé et module de prévention de grossesse non désirée basé sur l'historique des règles également, sur 6 derniers mois. Donc, déjà, je pense que déjà, à travers cet exemple, ce outil numérique est déjà appliqué une fois déjà en RDC à Goma précisément, là où il y a cette crise là-bas, avec plus de 50 000 patients visant à rendre aussi la santé accessible aux femmes, aux jeunes et aux personnes âgées, au Burundi aussi. Donc, en résumé, nous avons dit que l'éducation numérique est désormais un must-have. Elle favorise l'accessibilité et l'émancipation et l'épanouissement, le complet épanouissement également des apprenants. Au-delà de ça, nous allons constater également l'importance de l'authenticité des diplômes en ligne et la régulation également de plateformes virtuelles. Le soutien des gouvernements aux startups académiques pourrait accélérer le développement de ce secteur dans beaucoup de pays. Et une bonne gouvernance et financement des initiatives numériques permettront à l'Afrique de profiter pleinement du potentiel du numérique de l'IA. Donc, voici à peu près de manière globale le travail que nous avons effectué ici par 5 personnes ici en ligne, dont il y a moi, Laura et Athanas, Jean de Dieu et Irakos. Je vous remercie. On va applaudir pour toutes les équipes. Je voudrais demander, est-ce qu'il y a un commentaire, n'importe lequel, un commentaire? Ok, dans ce sens. Vous avez le micro juste à côté. Vous avez 1 minute pour le commentaire. Bonjour, je m'appelle Darla Dortoaguilaïsou. Je suis étudiante en médecine, donc je vais parler dans le domaine de la santé. J'ai été quand même étonnée de voir, depuis le premier jour, on n'a pas mis en avant le domaine de la santé, alors que... je dirais que c'est grâce à la santé qu'on est tous là, et ça devrait être vraiment mis en avant, qu'il y ait des panels que sur ça. Merci. C'est bien noté, la vie commence par la naissance et nous avions l'obligation de prendre soin de nos santé. C'est bien noté, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? On va inviter les présidents ou présidentes de groupe à se rapprocher du pupitre ici pour la photo de famille et nous allons faire une acclamation pour remercier tous les groupes ensemble. Vous allez vous mettre là. Les travaux qui ont été accomplis en groupe seront améliorés pour produire un plan d'action au profit de la région.